Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Monsieur Évrard Nango, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Afriquili TV. Merci aussi. Alors, Monsieur Évrard, la question qui est d'emblée que j'ai envie de poser, êtes-vous un opposant au pouvoir de Brazzaville? Oui, nous sommes une opposition au pouvoir de Brazzaville. Alors, donc, si vous êtes un opposant au pouvoir de Brazzaville, ça veut dire que vous êtes bien organisé, vous avez un parti politique. Est-ce qu'avez-vous un parti politique? Oui, si oui, lequel? Je suis le responsable du MODEC, le Mouvement des démocrates congolais. Le parti que nous avons créé en 2015 est reconnu officiellement par le gouvernement congolais. Alors, est-ce que votre parti est reconnu et ou a été enregistré au niveau de Brazzaville? Oui, on a un numéro d'enregistrement national officiel, un numéro d'enregistrement officiel de tous les partis qui sont reconnus dans notre pays. D'accord. Et vous êtes à peu près combien dans votre parti? Est-ce que vous êtes deux, vous êtes seul ou c'est un parti? En tout cas, on a des milliers d'adhésions, d'adhérents quoi. On a des milliers d'adhérents. On a un bureau. Non, nous sommes nombreux. Alors donc on va parler de la démocratie parce que dans notre pays, on est dans un pays démocratique. Selon les uns, dans les autres, ils disent qu'on est dans un pays là où apparemment rien ne marche. Mais parlons concernant votre parti et parlons logiquement, parlons normalement, je dirais même correctement. C'est quoi le rôle de l'opposition dans une démocratie? Dans une démocratie, le rôle de l'opposition, c'est de susciter le débat, apporter la contradiction et voilà, faire des propositions. D'accord, donc si on comprend bien, le rôle de l'opposition, en trois mots, c'est le contre-pouvoir, c'est la possibilité d'une alternance politique et c'est le renouvellement du personnel politique. Mais si c'est ça, effectivement, vous avez tout à fait raison, pourquoi dans les réseaux sociaux, vous et les autres, je dis bien, puisque je vous suis parfois, vous passez votre temps à critiquer, à invectiver, pour ne pas dire tout simplement à injurer le président de la République et son entourage, au lieu de faire des propositions, au lieu d'être un contre-pouvoir, parce que vous êtes appelé demain, sûr et certain, peut-être à remplacer les personnes qui sont là. Pourquoi passer votre temps à injurer? Pensez-vous qu'en injuriant, en invectivant le président et son entourage, ça va arranger les problèmes des Congolais? Bon, nous, notre rôle, c'est pas invectiver ni injurier le président de la République ou qui que ce soit. D'ailleurs, quand on traite quelqu'un d'incompétent, c'est parce que la personne a un rôle à jouer, a une fonction déterminée. C'est en fonction de son rôle. Et que si nous considérons qu'il ne joue pas assez très bien son rôle, donc on peut le traiter d'incompétent. Mais s'il recuse ce que nous disons, il peut venir débattre avec nous. Donc notre rôle ne se limite pas seulement à invectiver. Notre rôle, c'est de susciter le débat, c'est d'apporter la contradiction, c'est apporter aussi les réponses aussi aux attentes des Congolais, parce que les Congolais sont dans les attentes. Il y a beaucoup de défis que notre pays doit relever. Mais il nous revient aussi à nous aussi qui sommes opposants, qui ne sont pas d'accord avec ce que le gouvernement est en train de faire des propositions, de susciter le débat. De toute façon, un peu partout, même ici en France, il faut le reconnaître que la majorité ou la plupart du temps, l'opposition n'a jamais été d'accord avec le pouvoir en place. C'est toujours le jeu de la démocratie. Oui, donc demain, si vous êtes au pouvoir, ceux qui sont là seront des opposants, ils seront aussi pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. On vous appellerait ou soit on vous traiterait aussi des incompétents. Mais incompétent, ça peut se comprendre, mais c'est que quand on arrive aux injures, quand on arrive à toucher les personnes, c'est ça ce qui n'est pas bien. Moi, je pense personnellement que ça n'arrange à rien au niveau de la démocratie ou de l'évolution de notre pays, et surtout qu'on est un tout petit pays, on n'est pas beaucoup. Ce qui est beaucoup plus important, c'est effectivement des contre-vérités et des propositions comme vous venez de le faire ou comme vous avez l'habitude de le faire sur les réseaux sociaux que de passer dans les injures. Alors, monsieur Évrard Nango, on entend sur les réseaux sociaux dialogue par-ci, dialogue par-là. Est-ce que le président de la République qui est ici à Paris tentera de rencontrer quelques têtes d'affiche de la diaspora congolaise en vue d'un futur dialogue? Si oui, alors quelles sont les raisons? Et en plus, c'est votre question, bien sûr. Si oui, alors quelles sont les raisons qui poussent le chef de l'État à vouloir dialoguer avec l'opposition et la diaspora? Bon, de toute façon, comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas dans les officines du chef de l'État, ni je ne gère pas son agenda. Bon, ce que je sais que non, il y a certaines personnes au sein de la diaspora qui parlent d'un prétendu dialogue
que le pouvoir... Donc vous n'avez pas vérifié cette information que vous avez mise sur votre blog? Non, Vous n'avez pas vérifié cette information? J'ai pas vérifié l'information parce que je n'ai pas... En tant qu'un homme politique, respecté et respectable, suivi sur les réseaux sociaux par des milliers de personnes, vous mettez une information qui n'est pas vérifiable. Pensez-vous que c'est normal? Parce qu'il y a eu quelqu'un, il y a eu des amis, des connaissances aussi qui ont lancé sur les réseaux sociaux, sur la place de Paris, qu'il y a des signaux qui semblerait-il que non, qu'il y ait la possibilité d'avoir... de toute façon, je parle au conditionnel, hein, qu'il y ait un dialogue entre la diaspora et le pouvoir. Bon, nous... Et vous avez suivi, parce que vous avez insisté sur votre page à propos de ce dialogue, que vous voulez d'ailleurs que ça ne puisse pas se réaliser parce que vous trouvez que ce n'est pas normal. Vous écrivez quelque chose. Je parle très sérieusement. En tant qu'un homme politique, chef d'un parti politique qui est respecté et respectable, avoir ce genre d'informations qui n'est pas vérifiée, honnêtement, ça fait quand même chic. Vous trouvez ça normal? Mais ça fait partie de l'actualité, puisqu'aujourd'hui, tout le monde s'agite un peu, tout le monde parle de dialogue. Il fallait mettre un peu le cadre. Nous, moi, justement, en tant qu'homme politique aussi, mettre le cadre, parce que nous savons, dans notre pays, il y a des institutions. Il y a un département qui s'occupe du dialogue aussi de notre pays. Il y a un ministère des Affaires étrangères qui s'occupe des Congolais de la diaspora. Et donc tout ça, c'est un cadre. On a un ambassadeur du Congo en France. Donc je pense que tout ça, ce sont des acteurs aussi. S'il y a un dialogue, ben, ce sera avec tout le monde, avec tout ça. Mais ceux qui nous parlent d'un prétendu dialogue, bon, nous ne nous connaissons pas et que tout le monde s'agite, c'est pour cela que j'ai voulu un peu recadrer les choses dans ce sens-là. Oui, mais donc l'information n'est pas vérifiée parce que quand vous parlez, la République du Congo, c'est un pays organisé, il y a des structures qui vont avec, s'il y a un dialogue, ça devait passer dans les voies officielles. Voilà, c'est pour cela que... ou bien passant par Makomé. Alors, est-ce que, vous parlez de Makomé, effectivement, est-ce que c'est vrai que certains d'entre vous, ici, au niveau de la place de Paris, négocient, et vous avez écrit ça également, en catimini des postes ministériels? Ben, c'est ce que nous avons appris, hein, c'est ce qu'on a appris, bon. Voilà, donc vous écrivez par rapport aux rumeurs seulement? Non, pas par rapport aux rumeurs, parce qu'il y a des informations qui circulent. Bon, en politique, il y a des informations. Voilà, donc les informations, nous les traitons. Du moment où les informations qui circulent, et nous, quand nous parlons, nous utilisons le conditionnel. Nous n'affirmons pas les choses. Nous sommes prudents, nous utilisons le conditionnel. Il y a des gens, effectivement, il y a des rumeurs qui circulent, qu'il y a des gens qui semblerait qui négocient des postes ministériels. Alors, mais après, bon, moi je ne suis pas contre. Réellement, et on va continuer, d'accord, puisque vous avez eu, j'allais dire plutôt des informations ça et là, donc ces informations ne sont pas avérées. Donc depuis là, si on peut dire, on est en train de parler par rapport aux rumeurs parce qu'on n'a pas l'information qui est vraie, qui vient par exemple au niveau de nos responsables politiques. Ben oui, bon, il faudrait aussi que j'essaie de recadrer un peu les choses. Vous savez qu'il y a aussi il y a un peu de désordre dans notre pays, il y a un peu l'inorganisation aussi. C'est pas seulement au niveau de la diaspora, même au niveau du pouvoir de Brazzaville. Nous savons comment que notre pays est désorganisé. Voilà, donc il faudrait qu'on dise très bien les choses. Notre pays est désorganisé. On fonctionne un peu dans le désordre. Donc ce qui veut dire qu'il y a des fuites ça et là. Et puis voilà, donc on fonctionne un peu dans le désordre. Donc dans les pays où tout est structuré, les choses se passent d'une manière ordonnée. Mais dans le cadre du Congo, nous le savons très bien que voilà, que le pays, il y a un certain désordre qui règne dans notre pays. Donc c'est pour cela aussi qu'on essaie un peu de recadrer les choses. Mais nous sommes autrement dit, si je peux compléter votre pensée, je pourrais dire tout simplement allons seulement, puisqu'on va comme ça. Alors, monsieur Évrard Nango, pensez-vous réellement que le pouvoir de Brazzaville, parce que vous avez cité un nom tout à l'heure, donc je dis tout simplement, pensez-vous que le pouvoir de Brazzaville utilise Makomé pour créer la zizanie dans la diaspora? Ben oui, effectivement. Alors, c'est qui est Makomé? Bon, il semblerait que c'est un ancien ambassadeur du Congo, je ne sais pas, en Suisse. Bon, je n'ai aucune information là-dessus. Bon. Vous connaissez ce monsieur? Je ne le connais pas personnellement. Ben alors comment êtes-vous sûr que le pouvoir de Brazzaville utilise Makomé pour créer la zizanie? Mais puisque le président, le président Sassou devait venir, et tout d'un coup, à la veille du voyage de Sassou à Paris, il y a des agitations, il y a eu des états-majors de gauche à droite qui commençaient à s'agiter.
Voilà, mais à chaque fois que le président arrive, il y a toujours des agitations. Justement, mais aujourd'hui. Il n'y a eu jamais des noms comme Makome ou encore les autres pour dire qu'ils sont en train de chercher à diviser. À chaque fois que le président arrive, il y a toujours ce genre de choses. Le sujet du dialogue divise. Parce qu'il y a des gens il y a des partisans du dialogue. Il y a des partisans qui disent que non, mais ils ne sont pas pour le dialogue. Ça, c'est normal, tout. Ça a toujours été comme ça. Donc, ça divise. Et bon, en ce qui me concerne aussi, moi je suis en retrait. Nous regardons, on analyse, on regarde de loin tout ce qui se passe aujourd'hui sur la place de Paris parce qu'on a pris des coups, on a mûri, on est devenu sage et on sait maintenant comment faire et comment agir. C'est ça. Mesdames et messieurs, nous sommes ici à Afrique TV. Nous avons reçu Édouard Nango qui est en train de nous parler de la politique congolaise, qui est en train de nous parler de ce qui se passe réellement ici sur la plage de Paris. Je voudrais également vous signaler que cette émission, on le fait en français parce que nous parlons aisément français, mais nous pouvions aussi, et nous allons de temps en temps le faire en lingala, tout simplement parce qu'il faut mettre notre langue nationale un peu devant nous. Il n'y a pas que le lingala aussi, le monokutuba aussi. Le lingala et le monokutuba, vous avez tout à fait raison parce que c'est vrai tout le temps parler français, mais nous sommes en France et nous allons parler le lingala. Il faut que le peuple français qui est ici sache qu'il y a des Congolais qui parlent le lingala également. Alors, monsieur Édouard Nango, vous avez écrit sur votre page Facebook que vous iriez à Genève, en Suisse, pour témoigner sur le génocide de Lari perpétré par le pouvoir en place. Avez-vous des preuves qu'il y a eu vraiment un génocide Lari, ou encore vous parlez comme tout à l'heure toujours des rumeurs? Est-ce qu'avez-vous des preuves? Non. Je dis du point de vue du droit. Avez-vous des preuves réellement que dans notre pays, le pouvoir s'est organisé quelque part pour dire que nous allions éradiquer, si vous me permettez un peu l'expression, les Lari dans notre pays? Mais pourquoi ne pas parler de génocide? Effectivement, c'est ce qui va se passer en Suisse. Il y a une commission des droits de l'homme. Est-ce preuve qu'il y a eu génocide des Lari? Si au niveau de la commission des droits de l'homme de Genève, des Nations Unies, ont accepté que non, que ce dossier se soit débattu, c'est parce qu'il y a eu des preuves, il y a eu des documents qui ont été fournis. On peut dire que vous avez des documents qui montrent de A à Z que Congo, Brazzaville, notre gouvernement, pour ne pas dire tout simplement ceux qui nous dirigent, ont organisé un génocide des Lari. Est-ce que vous pouvez le dire? Tout à fait, mais qu'est-ce qui justifie les guerres dans le pôle? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, rien ne justifie qu'il y ait des guerres dans le pôle? Bon, on va nous dire que voilà. Pourquoi il y a eu en 2016 la guerre au pôle, si on peut dire ça ainsi, parce qu'il y a eu un monsieur qui s'appelle Frédéric Binsamou Toumi, qui n'était pas d'accord sur les résultats des élections présidentielles, qui est parti avec quelques personnes qui étaient avec lui, parti se cacher quelque part dans les forêts du pôle, et que le gouvernement de la République a essayé d'aller le rattraper. Il y a eu des dommages collatéraux de part et d'autre. Oui, mais vous savez, dans les démocraties, partout dans les pays où il y a la démocratie qui est appliquée, quand il y a des individus, un groupe de personnes qui prennent des armes ou bien qui se rebellent, on n'envoie pas l'armée n'importe comment pour pouvoir aller décimer les gens. Voilà. Monsieur Binsamou Frédéric Toumi, il était dans les buissons, c'est ce que par rapport aux paroles du président de la République, pouvait envoyer de la police ou la gendarmerie pour pouvoir arranger ce problème-là. Il a arrêté. La preuve en est aussi, Frédéric Toumi n'était pas là en train d'attaquer, en train de ravir les zones entières. Non, il était dans son coin, il était là, retranché, il était retranché. Donc, une petite opération policière ou de gendarmerie pouvait arranger la chose. Mais quand on envoie l'armée avec des engins de guerre pour aller bombarder, pour pouvoir aller massacrer des gens qui n'ont pas d'armes, parce que les gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a des charniers qui ont été découverts dans le pôle, que les gens ne veulent pas le dire. Il y a des charniers. Mais quand il y a des charniers, c'est des gens qu'on a battus froidement. Nous savons que dans tout ce qui peut avoir guerre, il y a des dégâts collatéraux. Nous le savons très bien. Mais dans le cas du Congo, non. Voilà. Donc, si le pouvoir estime que non, il n'y a pas eu génocide, on verra. Pourquoi ne pas mettre en place une commission impartiale, une commission internationale, d'aller sur place dans le pôle pour pouvoir faire des investigations, pour pouvoir interroger les gens
et fouiller. S'il n'y a pas de génocide, ben, on reconnaîtra que non, il n'y a pas de génocide. Donc, vous voulez dire ici, aujourd'hui sur Afrique TV, politique au Congo-Brazzaville, puisque vous allez partir à Genève d'ici là, tout simplement pour aller faire signifier aux Nations Unies qu'au Congo-Brazzaville, il y a eu bel et bien génocide. Mais on n'a pas été d'accord. Est-ce qu'il y a eu bel et bien génocide? Mais on nous dira, si nous on a tort, on nous dira que non, vous avez tort. Et voilà, si le pouvoir a raison, on dira que non, le pouvoir a raison. Donc vous-même, vous ne savez pas s'il y a eu génocide ou pas. Mais nous avons affirmé, par rapport aux preuves que nous avons eues. Vous avez des preuves qu'il y a vraiment génocide? Mais on vous a dit que non. Alors, nous on a déposé des documents. Les documents ont été déposés à Genève, en Suisse. Donc, ben, il y a une commission qui va siéger sur ça par rapport aux éléments qu'on a mis à leur disposition. Ils nous diront s'il y a génocide ou pas. D'accord. Voilà. Mais pourquoi je voulais dire une chose. Mais pourquoi le pouvoir au niveau de Brazzaville tremble? C'est ça le problème. Pourquoi les gens se paniquent? Pourquoi les gens s'agitent? Est-ce que vous avez eu les gens du pouvoir et que vous avez constaté que les gens du pouvoir sont en train de trembler? On suit tous l'actualité au niveau du pays. On a vu la conférence le point de presse animé par le ministre de la Communication et le ministre Bininga, qui est allé même qui a menacé même les gens de poursuites judiciaires. Personne, nous ne sommes pas là pour inciter à la haine tribale ou ethnique. Nous ne sommes pas là. Ce n'est pas notre rôle. En tant que politiciens, nous œuvrons pour l'unité nationale. Mais il ne peut pas y avoir unité nationale sans pourtant qu'il y ait une justice. Voilà, il faudrait qu'il y ait une justice. La justice doit être équitable. La justice n'est pas seulement la justice des forts contre des faibles. Non, la justice doit être équitable. Nous ne sommes pas là pour prôner la division, la séparation, la haine tribale. Ce n'est pas notre doctrine, ce n'est pas notre vision de la politique. Notre vision de la politique, c'est de unir tous les Congolais. Voilà. C'est pour cela que non, hier, quand nous on en parlait de dialogue, c'était dans le sens d'apaiser tout le monde. Il y a trop de crispation dans notre pays, il y a trop de tensions. Et c'est pour cela que non, nous, on veut apaiser tout le monde, on veut discuter avec tout le monde. On a toujours été ouverts à discuter avec qui que ce soit. Alors, vous parlez des génocides parce que c'est un sujet quand même assez important qui est en train en ce moment d'être parlé ça et là sur la place parisienne et voire même au niveau de Congo-Brazzaville, puisque le gouvernement de la République a pris cette affaire à bras le corps. Et également, on voit au niveau de l'opposition, ils vont se retrouver à Genève pour essayer de faire signifier au niveau de l'ONU qu'au Congo-Brazzaville, il y a eu bel et bien un génocide, puisque vous avez dit que vous avez des preuves. J'ai juste envie de vous dire, c'est quoi un génocide, franchement? Mais le génocide, c'est un massacre intentionnel. Les moments où on veut tuer une catégorie de population parce qu'à cause de leur appartenance ethnique ou religieuse ou quoi que ce soit, on veut les décimer, ça c'est un génocide. D'accord, parce que j'ai essayé de vérifier tout à fait ce que vous êtes en train de dire sur, par exemple, Wikipédia. Un génocide est un crime qui consiste en élimination physique, intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national, ethnique ou religieux en tant que tel. Ce qui veut dire que ses membres sont détruits ou rendus incapables de procréer en raison de leur appartenance au groupe. Donc, quand on lit ça, quand on essaie de regarder la définition du génocide, quand on essaie de regarder la définition du génocide, franchement, je redis encore, pensez-vous qu'avec des preuves que vous avez, effectivement, en lisant cette définition de Wikipédia et en regardant, selon le droit, la définition du génocide, que notre pays, le Congo, donc le gouvernement de la République, s'est retrouvé quelque part, comme on a vu le génocide des Juifs avec les Allemands, où il y a eu des dossiers, quelque part, c'était bien écrit, ils étaient en train de préparer l'élimination physique de tout un peuple. C'est pas toujours que c'est pas toujours. Pensez-vous qu'il y a des preuves qui existent au niveau du sommet de l'État, avec des documents à l'appui, où c'est écrit noir et blanc qu'on est en train de vouloir éliminer le peuple Lari? Mais ce n'est pas toujours écrit noir sur blanc. Ce qui s'est passé au Rwanda, ça n'avait pas été écrit noir sur blanc ou quelque part. Ça a eu un événement spontané. Après, il y a eu des gens qui ont attisé le feu. Et pour que, voilà. Dans le cas du Congo aussi, nous dirons que oui, il y a des documents. Par exemple, l'opération Mouébara. Il y a la signature du président de la République. Vous avez lu ce document? Oui, oui, j'ai déjà lu ce document. Ces documents circulent un peu partout sur l'opération Mouébara. Il y a un certain nombre de documents aussi qu'on a transmis au niveau du Conseil des droits de l'homme de Genève.
tout ça vont être examinés. Maintenant, c'est ce que je dis, voilà. Si nous on a tort, parce que c'est comme au tribunal, le pouvoir doit aussi argumenter aussi, amener aussi, contre-argumenter aussi par rapport à ce que nous avons dit. Mais si on a tort, on nous dira que non, ben non, au Congo il n'y a pas eu génocide, bon, il y a eu des massacres, tout ça. Mais dans notre fond, le fond de notre pensée, c'est que la guerre au niveau du pôle, que ça s'arrête. On n'en veut plus entendre parler qu'il y ait la guerre dans le pôle, qu'il y ait des massacres dans tout le pays. Tata, Bamba Bandeko, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec Évrard Nango. Cette émission, il y a deux parties. Nous allions, vous avez constaté tout à l'heure, parler un peu de tout ce qui se passe au niveau de la diaspora et un peu aussi au niveau du Congo-Brazzaville et plus particulièrement au niveau de notre homme politique du jour, donc Évrard Nango, mais nous allions maintenant parler du monde de Sassou, c'est-à-dire réellement l'actualité congolaise. Alors, monsieur Évrard, dans cette émission, nous avons une partie qu'on appelle le monde de Sassou. Dans le monde de Sassou, le Sénat chinois a fait un don au Parlement congolais. L'ambassadeur de Chine a remis un lot de matériel informatique au président du Sénat, Pierre Ngolo. Peut-on dire que dorénavant, nos deux chambres, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat, vont être informatisées? Pensez-vous pas que cela est une bonne chose? C'est une bonne chose, mais je dirais que à un moment donné, il faudrait que l'État est en train de faire les efforts. Hein. Ils vont être informatisés. Mais on n'est pas obligé d'aller. Le Congo, c'est pas un pays. Il y a un moment donné, il faudrait qu'on soit un pays respectable et respecté. Pour que, au niveau que nous soyons respectés, mais il faudrait qu'à un moment donné que nous fassions les choses par nous-mêmes. C'est pas les moyens financiers qui manquent au Congo pour pouvoir s'équiper au matériel informatique. Mais en ce moment, le Congo n'a pas d'argent, le pays est en difficulté. En tout cas, le Congo. Mais bon, c'est quand même. Mais oui, si le Congo a connu des difficultés, c'est à cause de la mauvaise gestion. Le pays a été très mal géré. On reviendra là-dessus. Pour le moment, c'est quand même une bonne chose, non, que le Parlement chinois, le Sénat chinois puisse nous donner un don, j'allais dire nous offrir des ordinateurs pour notre Assemblée nationale et le Sénat congolais. C'est toujours une bonne chose. Maintenant, question comme chinois piéger peut-être information. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Mais normalement, c'est ce que je voulais, c'est ce que je disais. À un moment donné, il faudrait qu'on apprenne à se faire respecter. Parce que c'est un don chinois. Mais qu'est-ce qui est mis dans ces ordinateurs-là? Est-ce que vous savez? Est-ce que on a l'intelligence qui est capable de détecter s'il y a par exemple des cartes électroniques qui ont été mises à l'intérieur pour pouvoir capter les informations du pays, sensibles du pays, nous contrôler à distance. Côté on a les Chinois, on a Paris, on a France, un peu partout, les Chinois, champions, il y a information. Bon, maintenant, nous on parle seulement, on est là en train de vouloir poser des questions, chercher à comprendre. C'est bien d'avoir des dons, c'est bien d'avoir des ordinateurs pour notre Assemblée. En plus, c'est pour l'Assemblée nationale et le Sénat, donc carrément le pouvoir, hein, s'il faut dire. Oui, mais c'est là où les choses se passent. Maintenant, ordinateur, en gros, on va demander juste au président du Sénat, qui est notre président, le président du Sénat, M. Pierre Ngolo, et pourquoi pas le président de l'Assemblée nationale, avant d'installer ces ordinateurs, d'appeler peut-être des experts, des Congolais qui sont calés en informatique pour vérifier réellement que dans ces outils, dans ces appareils, il n'y a pas des logiciels espions, il n'y a pas des choses pour essayer de récupérer les informations de notre pays. Bon, alors, monsieur Évrard Nango, excusez-moi, dans le monde de Sassou, si officiellement l'heure est à la solidarité au sein de la CEMAC, pour reprendre les mots du président tchadien Idriss Déby, officieusement, c'est bien un certain agacement qui règne parmi les chefs d'État. Divisé entre ceux qui sont parvenus à un accord avec le FMI et ceux qui se font tirer les oreilles, à savoir le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale. Les regards, au jour d'aujourd'hui, se tournent vers Brazzaville car le FMI est revenu pour essayer de conclure la signature d'un accord financier nécessitant une réactualisation des termes macroéconomiques en tenant compte de la hausse des prix du baril du pétrole qui devrait augmenter les recettes publiques.
est-ce que notre pays, le Congo, est obligé d'avoir un règlement à l'amiable avec le Fonds monétaire international pour éviter une crise des finances et par conséquent une dévaluation? Nous l'avons dit, voilà, on n'a pas été écoutés. Le Congo souffre d'une mauvaise gestion. Donc si aujourd'hui le FMI repart pour la énième fois dans notre pays, c'est parce que jusqu'à présent, le gouvernement congolais est incapable de mettre en œuvre les recommandations proposées par le FMI depuis longtemps. Voilà, si parce que non, c'est pas que le gouvernement. Enfin, je ne fais pas l'avocat du diable, mais j'ai cru comprendre peut-être que si le gouvernement cherche à bien négocier, tout simplement parce qu'il ne veut pas qu'une fois l'accord signé, comme on a vu aux années 80 ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, que le peuple congolais, déjà qui sont en train de vivre difficilement, puisse encore subir. Parce qu'on a vu l'histoire où le FMI a signé et puis demain, ça a appelé aussi ou ça a mené à la conférence nationale, disons les choses comme il le se doit. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui fait que le gouvernement congolais, l'État congolais est en train de chercher à bien négocier cette affaire pour qu'à la fin tout le monde soit gagnant-gagnant? Non, mais c'est une erreur. Mais si le gouvernement congolais ne voulait pas que le FMI puisse intervenir dans notre pays, on n'avait qu'à bien gérer la manne pétrolière. Voilà, le pays a été très mal géré. Il faudrait qu'on le dise. Si le pays était très bien géré, on ne ferait pas appel au FMI. Mais le pays a été très mal géré. D'où, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Le pouvoir, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 10 novembre, ben, les gens n'ont pas encore perçu leur salaire. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu des évasions fiscales. La SNPC, qui est censée commercialiser le pétrole du Congo, a contacté des préfinancements au niveau de Glencore, au niveau de Trafigura. Et aujourd'hui, nous avons bradé notre part du pétrole, même si aujourd'hui il y a la hausse du prix du baril du pétrole, mais le gouvernement congolais ne peut plus bénéficier de cette hausse, parce que notre part, nous l'avons bradée. C'est pour cela que non, aujourd'hui, mais l'argent qui a été planqué dans les paradis fiscaux ne revient pas. C'est l'argent qui se trouve dans les comptes privés, dans les comptes offshore. Voilà, nous connaissons tout ce qui s'est passé, Panama Papers et ainsi de suite. Donc, ce que le gouvernement aussi peut faire aussi, mais c'est de rapatrier l'argent qui a été placé par-ci par-là dans les paradis fiscaux. Comme ça, au moins, on va renflouer les caisses de l'État et nous allons repartir dans les bonnes bases. Mais ce que je voulais dire, ce qui est bien, parce que les recommandations du FMI nous permettront d'assainir notre financement, la gouvernance. Parce que c'est notre gouvernance qui est recusée. Voilà, nous devons revoir notre gouvernance. Si nous ne revoyons pas notre manière de diriger le pays, nous continuons, ce sera un cycle infernal. Alors que non, on veut sortir de ce cycle-là. On veut que les choses soient bien, on doit assainir. Prenons le cas de la Grèce, par exemple. La Grèce aussi a connu une crise. Voilà, mais aujourd'hui, la Grèce a fini avec le FMI, mais ça a coûté 10 ans. 10 ans, ça a pris 10 ans, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. En 2018, maintenant, la Grèce, elle respire. La Grèce a renoué avec la croissance aussi. La Grèce est en Europe, et puis à l'époque, il y avait pas mal de pays d'Europe également. Mais non, mais la Grèce a bénéficié du financement de l'Europe et du FMI aussi. Ils ont signé aussi un programme d'ajustement structurel aussi. Mais voilà. Mais avoir peur de ce qui s'est passé dans le passé, ben, je pense que non, ben, il suffisait seulement de bien gérer. Mais comme on a mal géré, mais laissons que le FMI nous prête de l'argent, que le FMI nous aide dans ce sens-là. Parce que sinon, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Nous allons continuer toujours, voilà, que l'argent du pétrole ne servira pas à améliorer les conditions de vie des Congolais. L'argent du pétrole va aller dans les paradis fiscaux, dans les comptes offshore, dans les comptes privés de certains individus, et le peuple congolais va continuer à couper dans la misère. C'est ce qu'on appelle par la corruption, à chaque pot de vin reçu, un pot de vin donné. Et d'où le président de la République, reconnaissons-le quand même, est en train de se battre depuis un certain temps en voulant faire de telle sorte que la corruption puisse s'arrêter. Vous êtes au courant qu'au niveau de Brazzaville, parce que corruption par-ci par-là. Mais ce n'est pas là le problème. On a posé question encore. C'est vrai qu'on a le FMI qui est là pour qu'on essaie de signer des accords. Et là qu'on a comprendre, ça fait un moment le FMI a signé d'accord, mais c'est que chaque mois, même si ils ont arrêté, ma salaire, malgré que les retraités, disons-le, ils ne sont peut-être pas payés depuis un certain temps, mais les fonctionnaires, salaire, alors, en tant qu'homme politique, ou en information, puisque tu viens de le dire tout à l'heure, mais personne ne connaît. C'est ça le problème.
Personne ne connaît. Motomoka a évité Koto Yosasu, Azubi Mzambong, on peut pas foutre à bateau. Mais Badouane y aller, hein. Bandité paysanne, toi qui as un pétrole, hein. Mais le budget du pays dépend à 70% du pétrole. Tout est fait à base du pétrole. Puisque aujourd'hui, on parle de détournement de fonds. Ministre Rosalie Matondo va dire que non, bon, le gouvernement a fait quelques micmacs, ils ont récupéré 12 milliards de francs CFA. Et voilà, au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Mais Mbongango, aujourd'hui, il y a des responsables, il y a des gens qui ont géré. C'est ça ce que nous on dit. Quand on fait la politique, quand on est responsable, on doit rendre des comptes. Mais Nzumbo, qui a été longtemps ministre des Eaux et Forêts, qui a géré le bois du pays, mais il faudrait qu'il rende compte qu'est-ce qu'il a fait de l'argent de notre pays. L'argent du bois est parti où? Mais pour qu'il rende compte, il faut que l'État puisse faire son travail, c'est-à-dire la justice puisse fonctionner et qu'on ait des preuves. Donc il ne suffit pas de parler pour parler. Très honnêtement, qu'on ait des preuves, bel et bien que non, tel ministre, telle personnalité politique a bel et bien détourné de l'argent. Et à partir de là, il y a une enquête et on vérifie, on saura là où est parti l'argent. Hier, on nous a parlé de 14 000 milliards des générations futures placées dans les comptes. Ça, c'est le ministre Okemi. Et Sassou aussi, pendant la campagne présidentielle, il a dit, le président l'a dit, il y a des vidéos, il y a des preuves. Oui. Mais où est passé ces 14 000 milliards? Le président avait répondu à un journaliste en disant que l'argent des générations futures est placé dans un compte. Pour les générations futures. Oui, mais pourquoi le Premier ministre, il n'y a pas si longtemps, a fait également, je dirais, est passé dans la conférence de presse. On lui a posé également la même question. Il a répondu, mais il dit, mais finalement, vous les journalistes, qu'est-ce que vous voulez que je puisse vous dire? L'argent des générations futures, c'est pour les générations futures. Donc, l'argent là est gardé quelque part. On dit bien c'est pour les générations futures. Pour que tout simplement nos enfants demain ne payent pas les dettes de nos aînés aujourd'hui. C'est pourquoi on a laissé ça à côté. Donc, mbongo bafuzo futa ba salaire, peut-être ezo wuta na ba moi douane, moi banzité, parce que toi pe na nzité, toi pe na l'or, toi pe na moi l'or, musu c'est à pétrole té. Donc mbongo wana ezo wuta wapi. Personne ne connaît. Motomonga a évité que ça soit mbongo pas na futa bateau. Parce que même les recettes que nous percevons au niveau de la douane, ils ont la douane, mais tout a été bradé par des Turcs. Notre douane a été vendue par les Turcs. Ils ont eu des préfinancements au niveau de la Turquie. Voilà, l'argent du bois. Mais l'argent du bois aujourd'hui ne suffit pas de couvrir tous les besoins de l'État. Donc, Tata Mokunyazo, ça a quand même un effort makasi pour Naluka quand même. Mais c'est pas ça, c'est pas ça ce qu'on veut dans une démocratie. Non, c'est pas ça ce qu'on veut dans une démocratie. Nous sommes un pays. C'est pour ça que je te disais, si le président de la République il veut qu'on le respecte, il faudrait qu'il fasse les choses correctement. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Voilà, nous sommes dans une république. Il y a des institutions, les choses doivent être bien faites. Voilà. Il doit y avoir de traçabilité. C'est ce que le FMI nous a demandé. Il n'y a aucune traçabilité dans notre pays. Comment un pays comme le Congo, toutes les choses sont faites comme ça, en catimini. Même le FMI ne sait pas comment le président de la République fait pour pouvoir payer les salaires, pour pouvoir continuer à entretenir ce train de vie de l'État. On nous a demandé, il faut réduire le train de vie de l'État, mais au niveau de la présidence de la République, combien d'emplois fictifs? Combien de fonctionnaires fictifs au niveau de la présidence de la République? Mais il n'y a pas qu'au niveau de... Non, j'ai pris seulement un exemple d'une institution. Même ici, au niveau de Paris, hein, au niveau de l'étranger, il y a les autres ont fini qui sont des fonctionnaires de l'État qui perçoivent leur salaire. Oui, mais justement, jusqu'à quand nous allons continuer à fonctionner dans ce sens-là, de cette manière? Si nous continuons toujours à fonctionner de cette manière, nous allons nous enfoncer. C'est pour cela que nous disons que non, on traite d'incompétents ceux qui sont aux affaires. Ils sont incapables aujourd'hui d'assainir les recettes de l'État, d'assainir vraiment la fonction publique. On nous parle, c'est des estimations, parce qu'au Congo, il n'y a aucune étude ou bien qui nous fournisse aujourd'hui des informations qui sont fiables. Parce que les informations qui relèvent du Congo sont toujours mitigées, sont toujours entre guillemets. On nous parle à peu près... Donc c'est toujours à prendre au conditionnel. Au conditionnel, voilà. Alors, on ne maîtrise pas aujourd'hui le nombre de fonctionnaires. Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires fictifs, on ne maîtrise pas. Et tout ça, qui sont à l'origine de ça? Ce sont seulement ceux qui nous dirigent. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pour cela que non, le FMI veut nous aider dans ce sens-là, à tout assainir, tout à mettre à plat. Dans un pays qui connaît la crise, on doit s'asseoir, tous nous devons s'asseoir et puis discuter, mettre tout à plat, revoir tout le système.
Mais prenez un pays comme le Rwanda qui a été décimé après la génocide de 1994. Aujourd'hui, le Congo ne peut même pas faire face au Rwanda dans plusieurs domaines. Mais les autres n'ont pas fait de miracle. C'est le travail. Tout est un problème d'organisation. Voilà. Donc on est très mal organisé. Le problème de la désorganisation, ce n'est pas uniquement à la diaspora, c'est au niveau du pouvoir. Le pouvoir est très mal organisé. Toujours dans le monde de Sassou, on va continuer notre émission. Le 8 novembre, la justice a déclaré l'État civilement responsable dans l'affaire des 13 jeunes morts dans des conditions mystérieuses dans la nuit du 22 au 23 juillet dans les cellules disciplinaires du commissariat de police Chakona. Les avocats de la partie civile ont salué cette décision de la 3e chambre correctionnelle de la Cour d'appel qui juge 6 policiers mis en cause. Peut-on dire que la justice est en marche dans notre pays? On disait que hier, la justice ne marchait pas, la justice est l'État qui contrôle. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la justice marche puisque là, la justice a déclaré l'État civilement responsable dans cette affaire, l'affaire Chakona, que vous connaissez très bien. Oui, ben dire que la justice marche, non, parce que bon, il y a eu des pressions aussi au niveau international. Oui, il y a eu des pressions au niveau international. Est-ce qu'on peut dire que la justice marche quand même dans notre pays? Non, parce que si la justice marchait, il y a des grands criminels qui n'ont pas seulement tué, des gens qui ont commis des grands crimes économiques qui sont en liberté dans notre pays. Ben, tant que ces gens-là ne seront pas ça va lentement mais sûrement. Tu connais très bien comment la justice fonctionne. Même ici, ça va toujours lentement mais oui, mais pourquoi il n'y a pas eu de mise en examen? On devait mettre les gens en examen, on devait interpeller les gens pour que les gens qui soient auditionnés. On doit auditionner. Mais c'est ça le grand problème au niveau de notre pays. Les gens qui ont eu des responsabilités. Mais on les a pas écoutés. Donc si voilà, il y a la SNPC. Si aujourd'hui le Congo connaît la crise, parce qu'au niveau de la SNPC, du ministère de l'économie et des grands travaux, ce sont ces 3 départements qui ont été, on connaît les gens qui ont animé, qui animent ces départements, n'ont jamais été interpellés. Parce que vous connaissez les gens qui animent ces départements? Ben oui, mais le ministre des grands travaux, c'est Jean-Jacques Bouya, on ne l'a jamais interpellé par rapport pourquoi l'interpeller? On va l'interpeller par rapport à quoi? Non mais on est là, c'est Bolélé. Vous avez parlé des ministres des grands travaux. La question est simple, on va l'interpeller par rapport à quoi? Mais par rapport aux prêts chinois, tout ce que vous savez, tout ce qui a été réalisé dans notre pays n'a pas été réalisé avec des fonds propres de notre pays. Ce sont des prêts. Le Congo a engagé des prêts au niveau de la Chine nous a aidés. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ça n'a pas bénéficié à l'ensemble des populations aujourd'hui. On nous a parlé de Imboulou. Mais Imboulou aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on a décrété 45 jours de délestage dans notre pays? Pourquoi aujourd'hui les Congolais n'ont pas l'électricité en permanence? On va revenir là-dessus, j'ai une question. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Il y a eu des réalisations, il y a des éléphants blancs qui sont par-ci par-là dans tous les départements que nous connaissons aujourd'hui. Mais tout cet argent qu'on nous a vanté, les grands travaux. Personne n'a jamais été contre les grands travaux. Hein. Au contraire, moi je l'ai toujours dit, que voilà, c'est un concept noble. Parce que si tout était bien fait, selon les règles de l'art, franchement, le Congo devait vraiment connaître un très élan économique. Donc, s'agissant de la justice, peut-on dire que jusqu'aujourd'hui, parce que par rapport à ce que je venais de vous poser comme question, est-ce qu'on peut dire jusqu'aujourd'hui que la justice dans notre pays obéit aux ordres du pouvoir politique? Tout à fait, mais non, de toute façon, c'est pas que propre au Congo, hein. C'est partout. Hein. Et voilà, il n'y a pas que le Congo. Mais au moins, chez les autres, dans d'autres démocraties, la justice essaie de faire son travail correctement, la justice est libre. Parce que bon, on sait que le ministre de la Justice, il a un mot à dire. Voilà, ne cachons pas, il est nommé par le président de la République, par le parti qui est au pouvoir. Voilà, donc on ne peut pas se le cacher. Alors, toujours dans le monde de Sassou, depuis le dimanche 21 octobre jusqu'au 5 décembre, Brazzaville et Pointe-Noire vit au rythme de gros délestage et ça pénalise les activités, il faut le reconnaître, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre difficilement à cause de cette histoire. Il y a des banques à gagner, voire même des millions, pour ne pas dire des milliards, par jour dans des sociétés qui utilisent vraiment l'électricité. Dorénavant, ces délestages, il faut ajouter une carence de carburant. On a vu ces derniers temps un problème de carburant. Les stations essence de la capitale sont à sec.
et certains secteurs d'activité tournent ainsi au ralenti. Comment analysez-vous cette situation? Mais c'est catastrophique. Et ça, c'est inadmissible, c'est impensable dans une démocratie, dans un pays où les choses devaient bien fonctionner. Mais il y a des gens qui animent ces départements. Mais on devait les interpeller. Ben, je tiens à préciser, parce que avant que vous puissiez continuer à argumenter, je tiens à préciser que selon une source à la Société nationale des pétroles du Congo, cette pénurie serait due aux problèmes logistiques de transport des produits pétroliers entre Pointe-Noire et Brazzaville. Donc on connaît la situation. Non, c'est ce que je t'ai dit précédemment, le Congo souffre d'un problème d'organisation. Voilà, l'État n'est pas organisé. Si l'État était organisé, les choses se feront autrement. Mais comme nous fonctionnons dans le désordre absolu, c'est pour cela que nous connaissons tout ce que nous voyons aujourd'hui. Dans une démocratie, je pense que non, les responsables, au niveau du Parlement ou bien au niveau du Sénat, devaient être interpellés, ou bien il devait y avoir des commissions parlementaires qui devaient interroger les responsables qui animent ces départements pour pouvoir savoir pourquoi nous sommes arrivés là et quelles sont les mesures d'urgence d'abord que l'État a mis en place pour pouvoir éradiquer ces phénomènes. Je ne connais pas, il n'y a aucune mesure. Voilà. Nous ne pouvons pas continuer à naviguer à vue. Nous ne connaissons pas là où nous allons avec le pays. Sans électricité, il ne peut pas y avoir développement ou industrialisation. Mais jusqu'à quand Mais jusqu'à quand l'amateurisme? Enfin, pendant 45 jours, courant de temps en temps, après les 45 jours, là, vous avez un courant tout le temps. Non, c'est faux. Nganazaki Namboka en 2010. Quand le Congo a fêté... Oh non, en 2018, hein, oui, ça fait longtemps. Je dis, non, mais écoute-moi. Namboka en 2010, quand le Congo a fêté les cinquantenaires de l'acquisition à l'indépendance, à l'accession à l'indépendance, qu'est-ce qu'on nous avait dit, Namboka à l'époque? On nous a parlé d'Imboulou. L'Imboulou va résoudre... Parce que l'électricité, c'est mon domaine, je connais très bien ce domaine-là. Imboulou va arranger tous les problèmes d'électricité. Il y aura l'électricité en permanence. Voilà, on n'aura plus le problème d'électricité. On a fini de construire le barrage d'Imboulou, on a fait une inauguration officielle, mais jusqu'aujourd'hui, ce problème n'est pas résolu. Pourquoi? Mais parce que les études qui ont été faites avant n'ont pas été correctes. Voilà, on va vite. On veut impressionner le peuple pour que vous montrez aux gens que non, nous travaillons, mais au fond, les gens ne travaillent pas et les gens ne prennent pas du temps à mûrir d'abord les idées. Ne faisons pas les choses à la hâte, faisons les choses bien. Et c'est ce qui manque dans notre pays. Il ne suffit pas de faire, il faut bien faire. C'est ça le problème dans notre Congo. On veut faire, mais au lieu de bien faire, on veut seulement faire pour pouvoir dire que oui, on a fait. Et à la fin, les résultats sont médiocres, sont catastrophiques. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà, donc il faudrait revoir. Le Congo n'a même pas... Vous savez, le domaine de l'électricité, c'est un domaine de l'énergie plutôt. C'est un domaine régalien, c'est un domaine stratégique. On ne joue pas, on ne peut pas laisser non plus les étrangers gérer les domaines de l'énergie, gérer notre électricité, gérer par exemple la distribution ou la gestion de l'eau potable. Il y a des domaines où nous ne pouvons pas. On peut ouvrir par exemple le capital aux étrangers, mais le gouvernement doit avoir toujours le contrôle, la mainmise. Parce que voilà, on peut, c'est comme les télécoms aussi. Aujourd'hui, j'en ai parlé, j'en ai discuté la fois dernière avec Ibombo, qui aujourd'hui est l'actuel ministre de Télécom aussi. J'en ai parlé avec Serge Blanchard-Roba à l'époque, qui était directeur général de l'ANPT, et ainsi de suite. Mais le Congo, par exemple, Congo Télécom aujourd'hui, c'est un opérateur presque fictif et fantôme. Aujourd'hui, nous avons délaissé la téléphonie fixe au profit de la téléphonie mobile. Mais un pays ne peut pas se développer uniquement en misant sur la téléphonie mobile et non sur la téléphonie fixe. Voilà, donc il y a des domaines où que nous avons abandonné et qu'aujourd'hui, malheureusement, nous payons le prix. Alors, Monsieur Evra Nango, dans notre pays, un cahier de 200 pages coûte désormais plus cher qu'une bière. Quand on donne à un jeune la possibilité de prendre 3 bières à 1000 francs CFA, cela est aberrant, reconnaissons-le. Devant cette jeunesse qui doit apprendre et qui doit aller à l'école. Mais disons-le, comme on dit, le ministère du Commerce vient d'interdire dans une circulaire afin de mettre un terme à la consommation exagérée d'alcool.
force est de constater que l'État a pris une bonne décision. Que pensez-vous de cette circulaire? Mais il était temps, franchement, il était temps que le gouvernement agisse dans ce sens-là. Ils ont bien réfléchi. En tout cas, pour ça, je peux dire que non. Donc, quand le gouvernement fait des choses qui sont bien, et effectivement, c'est aussi le rôle de l'opposition d'accepter lorsque les choses sont bien, parce que souvent, on ne fait que critiquer. Mais là, c'est vrai qu'il faut le dire, à un moment donné, on ne pouvait pas comprendre que le cahier de 200 pages coûte plus cher que, je dirais, une bière. Et au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a dit maintenant, stop, ça suffit, il faut que les choses là, ça s'arrête. Et ils ont fait circuler, j'allais plutôt dire une note qui interdise normalement ce genre de choses. Donc on peut dire normalement que la décision, en plus cette décision a été appréciée, s'il faut dire, au niveau du peuple congolais. Mais c'est normal. Voilà. Le rôle de la jeunesse, ce n'est pas de s'empiffrer de la boisson ou bien de plonger dans l'alcoolisme. Parce que l'alcoolisme va entraîner les jeunes au banditisme. Et voilà. Mais c'était le normal que le gouvernement puisse agir dans ce sens-là. Mais je ne veux pas m'arrêter uniquement là. Parce qu'on dit que oui, vous critiquez, vous ne faites pas des propositions. Vous savez, l'école a toujours été le souci, dans les pays développés. Ils ont un budget quand même assez conséquent. Vous allez remarquer, parmi les pays de l'OCDE, il y a ils mettent beaucoup de moyens en œuvre pour l'école. Parce que c'est l'avenir. Si nous n'investissons pas assez dans l'avenir pour réformer le système éducatif de notre pays, pour que l'école congolaise soit performante et adaptée aussi à la mondialisation, je pense que le Congo, on ne pourra jamais s'en sortir. Donc vraiment, il est temps qu'on donne assez de moyens au ministère de l'enseignement, que ce soit général oui, mais est-ce que depuis toujours, que ce soit le gouvernement actuel, que ce soit le gouvernement, les autres gouvernements, quand il y a eu l'alternance, est-ce que nos dirigeants sont convaincus que l'éducation et la formation sont les clés du développement de notre pays? Mais ils l'ont dit. Mais quand vous prenez par exemple le programme de Sassou, que ce soit le chemin d'avenir ou que ce soit son programme actuel, il a toujours dit. D'ailleurs, même à l'époque, il y a eu 3 ou 2 années consécutives de l'année de l'éducation. Mais qu'est-ce que ça a apporté? Il suffit, c'est ça le grand problème au niveau du pays. On ne dirige pas un pays avec des slogans ou bien avec des phrases. Non, un pays, c'est des programmes qu'il faut mettre en œuvre et il faut réformer les choses. Ça fait combien d'années que le Congo nous continue toujours le même système? Il faut réformer. Quand nous parlons de supprimer par exemple les vagues, il n'y a que dans notre pays que ces histoires-là continuent. Oui, dans vague A, vague B. Vague A, vague B. Quelque chose comme ça. Voilà. Mais comment on peut donner la culture du travail aux Congolais? C'est-à-dire vague A, vague B, donc Banatongo, Banamidi, voilà. Mais ailleurs, ça n'existe quasiment plus. Voilà. Mais tout ça, il faut penser, il faut réfléchir. Mais nous, il y a un travail déjà élaboré. Nous avons des documents déjà élaborés dans ce sens-là, sur la réforme du système éducatif, supprimer les vagues. Voilà, nous devons supprimer les vagues, donner plus de moyens à l'enseignement, même au niveau des programmes scolaires aussi. Quand nous étions à Brazzaville avec mon ami Diafé Lekweta, on s'est rendu à l'INRAP pour pouvoir discuter avec eux comment est-ce que les programmes scolaires sont conçus dans notre pays. Mais c'est regrettable, franchement c'est regrettable. Il y a des programmes, il y a des choses qui ne doivent plus être enseignées. Et voilà que, par exemple, quand tu as l'histoire, aujourd'hui, ça soit venu pour la commémoration de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Mais je pense que non, ce programme, par exemple, que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, doit être laissé à l'université. Les Congolais sont ignorants, les Congolais beaucoup ne connaissent pas notre propre histoire. Nous devons d'abord commencer à connaître d'abord notre propre histoire et l'histoire aussi de l'Afrique, aussi le continent dans lequel nous appartenons aussi. Regardez par exemple, nous avons des enfants ici en Europe qui étudient, en Europe ou aux États-Unis, nous avons des enfants qui étudient en Europe ou aux États-Unis, mais on ne leur apprend pas l'histoire de l'Afrique. Mais non, les Américains, ils apprennent l'histoire des États-Unis, de l'Amérique, de chez eux, et voilà. Maintenant, pour tout ce qui concerne l'Afrique et le reste du monde, c'est réservé à ceux qui font des recherches à l'université. Mais pourquoi, embrouiller nos enfants avec des histoires, avec par exemple, que ce soit la révolution des bolcheviks, la révolution russe, tout ça. C'est bien, mais ça doit être réservé maintenant à ceux qui font des recherches au niveau universitaire. Mais on doit enseigner la révolution russe, mais qu'est-ce qu'on a à faire avec, franchement? Voilà, donc on doit d'abord enseigner l'histoire du Congo. Hier à l'époque, j'avais à l'époque interpellé le ministre Oba. Le ministre Oba à l'époque, il a fait un travail extraordinaire pour arriver jusqu'aux accords de Brazzaville
qui a fait que non, que Mandela soit libéré en Afrique du Sud, qui est la démocratie en Afrique australe. Mais ça, c'est pas connu des Congolais. Oui, mais il n'y a pas que... Alors que c'est des parties de notre propre histoire qui doivent être enseignées. Il y a aussi le président Sassou. Mais non, mais ça c'est... Non, quand je parle de Pierre Oba, je n'ai pas parlé du président Lissouba. Pierre Oba, il était... C'était l'émissaire de Sassou parce que c'est lui qui était, chargé de faire des négociations secrètes entre le pouvoir de Pretoria et l'ANC. Non, et l'ANC à l'époque, parce que c'était lui qui jouait. Les deux pays, jusqu'à ce qu'il y ait eu l'indépendance de la Namibie et puis il y a eu la libération aussi dans les pays australes tels qu'en Mozambique. Revenons-en à l'école, puisque tout à l'heure vous avez reconnu que nos dirigeants, c'est-à-dire ceux qui sont là hier, ceux qui étaient là aussi, ils reconnaissent très bien que l'éducation et la formation sont les clés du développement économique d'un pays. C'est en donnant de l'éducation, en formant les jeunes d'aujourd'hui qui seront des vieux de demain, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont assumer les responsabilités demain parce que l'administration c'est la continuité, c'est eux qui vont faire de telle sorte que demain notre pays puisse continuer à évoluer. Mais comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, les agents évoluant à l'université Marien Ngouabi, l'unique établissement public d'enseignement supérieur, sont en grève suite au non-paiement des salaires du mois de novembre? Donnez-nous votre analyse sur cette situation assez compliquée pour les étudiants. Non, c'est regrettable, franchement, c'est regrettable, quoi. Ça me fait mal de voir l'université Marien Ngouabi abandonnée à elle-même et que c'est pas la préoccupation du gouvernement, alors que ça devait être la préoccupation du gouvernement. La priorité du gouvernement devait être l'enseignement, la santé et la formation professionnelle et l'emploi. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut donner les moyens. Tout part avec les moyens. Toute politique va ensemble avec les moyens. Il ne peut pas y avoir politique s'il n'y a pas de moyens. Si vous ne donnez pas de moyens, vous pouvez beau faire des discours, vous pouvez beau dire des choses, mais si vous ne mettez pas les moyens en œuvre, rien ne changera. Voilà. Ils ne sont pas autonomes, non, l'université Marien Ngouabi? Est-ce que c'est l'État qui paye l'université Marien Ngouabi? Ah bah oui, mais les enseignants de l'université Marien Ngouabi sont des fonctionnaires de l'État. Ils dépendent de l'État, ils dépendent. Mais les étudiants aussi, la bourse est payée par l'État aussi. Donc tous ils dépendent de l'État. Mais si l'État ne leur donne pas des moyens, si l'État aussi n'arrive pas, il faut réformer aussi le système éducatif de notre pays. Il faut réformer l'université. Nous avons fait des propositions là-dessus. Il faut créer par exemple des académies. Il faut créer des académies, par exemple, qui est une académie à Brazzaville, l'académie de Pointe-Noire, peut-être avec... le Pointe-Noire, c'est une grande ville. L'académie, par exemple, qui va regrouper, en dehors de Pointe-Noire, les autres villes ou villages du Kwilu, du Niari, de la Bouenza et ainsi de suite, de la Lekumu, créer une académie là-bas aussi. Au niveau des plateaux, de la cuvette et ainsi de suite, ou bien jusqu'à dans la Likola, créer aussi une académie aussi, leur donner des moyens et que chaque académie ait un fonctionnement autonome aussi. Ça va, voilà, qu'il y ait une compétition aussi entre académies. C'est ça qui va révolutionner un peu les choses. Mais tout ça, ce sont des choses que nous avons pensées, mais comme nous ne sommes pas aux affaires, nous ne pouvons pas mettre ça en œuvre. Alors, Monsieur Evroy Nango, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, donc on aura l'occasion de toute façon, c'est une première, on aura l'occasion de se voir pour parler de notre pays, le Congo. Par contre, la dernière question que j'ai envie de vous poser, d'ailleurs qui a fait ces derniers temps, il faut le reconnaître, du bruit au niveau de la famille congolaise à Brazzaville, c'est toujours les élèves, les étudiants, les lycéens, plus d'une quarantaine d'élèves du lycée Nganga-Edouard ont perdu conscience le 24 octobre dernier dans une scène surréaliste qui a provoqué une grande panique. La scène a commencé alors que l'établissement recevait la visite de la ministre de la Jeunesse. Comment expliquer ce phénomène? Bon, le gouvernement a su l'expliquer, donc je dirais que ce n'est pas la faute au ministre de la Jeunesse, c'est un problème. Oui, effectivement, c'est un problème de... Jusqu'aujourd'hui, ce sont des hypothèses. Jusqu'aujourd'hui, ce sont des hypothèses qui sont plus ou moins vérifiables aussi, mais on sait que non, c'est un phénomène d'hystérie collective. Voilà, c'est ça. Mais ça ne s'est pas seulement passé au Congo. Plusieurs pays ont connu cela. Il y a eu même en Guyane française, ils ont connu aussi le même phénomène. Mais ce qui nous a fait tous mal, c'est
l'attitude du ministre de la Jeunesse du Kaga. Est-ce que vous vous rendez compte en tout cas, son cynisme par rapport à tout ce qui s'est passé. Elle n'est pas partie visiter même les jeunes, les élèves qui étaient tombés, qui étaient hospitalisés au CHU. Nous avons vu carrément l'indifférence du ministre du Kaga, ce qui est admissible. Et là, voulu continuer. Comment voudriez-vous, je ne fais pas l'avocat du diable, mais on a vu les images sur les réseaux sociaux, comment voudriez-vous à l'instant T, quand ça s'est passé, que la ministre puisse aller par exemple visiter alors que tout le monde est en train de l'accuser, si je peux me permettre à parler comme Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire que les gens pensaient que le problème venait d'elle, alors que dans cette histoire, elle était pour rien. Donc à partir de là, est-ce que c'était pas bien réfléchi, au lieu de partir là maintenant, elle risquerait d'être peut-être lynchée? C'était peut-être mieux de rester et d'observer. Non, c'était pas une bonne attitude. Puisque elle savait qu'elle était pas le problème. À l'hôpital, au CHU, c'est pas un milieu scolaire, c'est un milieu hospitalier. Je pense qu'aller rendre visite aux élèves qui étaient tombés ne pouvait pas être préjudiciable au ministre. Je ne pense pas. Voilà. Mais c'est son cynisme, puisque la ministre a voulu continuer. La preuve, on est à l'école Nzoko à Poto. Elle est partie là-bas et voilà, il y a eu encore ce phénomène-là, ça s'est reproduit. Il y a eu encore la panique générale jusqu'à ce que le ministre, c'est même d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, le ministre Mboulou, qui a parlé à sa place, qui a dit que voilà, ils ont suspendu. Mais normalement, on ne devait pas attendre. Dès le premier jour qu'il y a eu cet événement, on devait déjà suspendre aussi les descentes. Elle parle de caravanes d'instruction civique. Mais ce n'est pas en faisant des caravanes de l'instruction civique qui va changer les choses dans notre pays. Non. L'instruction civique doit être un programme scolaire qui doit être enseigné à l'école. C'est ce que nos dirigeants n'arrivent pas à comprendre. Ce n'est pas en faisant des caravanes ou bien des descentes, une petite descente de 3 heures ou de 15 minutes ou d'1 heure qui va changer les choses. Non. C'est tout un programme scolaire. Il faudrait mettre en place un programme scolaire d'instruction civique que les enfants vont commencer à étudier depuis l'école primaire, le cycle primaire, jusqu'au cycle secondaire. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Évrard Nango, question à Souka. Avant même question à Souka. Ce qu'il est là, Tata Mokondi, à Bingi, Bino, Bana, il y a la diaspora, Congolais, à la diaspora, opposition les personnes civiles, Pona, Tokutana, Tosangana, Tolkato Bongisamboka, est-ce qu'ils ont mabé ou Koyakate? Ce qui est officiel. Mais personne n'a jamais refusé de travailler pour son pays. Nous, si on s'est engagé en politique, c'est parce qu'on veut œuvrer pour le pays. On n'est pas là pour chercher à travailler pour Sassou, non. Sassou, pour moi, j'ai toujours dit, Sassou a fait son temps, il est appelé à partir. Le Congo éternel va demeurer, va rester. Mais ce que nous voulons que les Congolais, que la population congolaise bénéficie des idées, de notre énergie, de notre volonté, de notre déterminisme, pour que Batopé, vraiment, que Congo et Alobé, ça l'appelle bien. Voilà. Nalobi, Yosa Congolais, Nga nazo poser la question de Lingala, Yosa Sanga la français. C'est Nalobi, Nalobi, Nalobi. Donc, Ndagaga comme Tata Mokondia Loba, allons seulement. Donc, ceux qui Tata Mokondia, Bengi Tokutana, Bokutana, Bobongi, Samakamo Yamboka, Motona Motaza, la Namo à place, parce que Makele, vos salo, y a fait qu'à prendre la place. Ils apprennent que la place, c'était. Ils allaient prendre que Mboka et que ne malam. Voilà. Toujours parce que tu l'as Mboka n'a pas et que ne malam. Makambo et que ne malam. Mingi Bayara qui peut à un moment donné à ma Bakele, Bakena Namboka, Babenga Bango, mais. Ils allaient différents. Biso, Ngana Zoro, la combo na mototé, na Zoro, na combo na Ngaye Moko. Na le but que tous allaient différents. Tous allaient tout le monde. Et motola, moto, azana vision aïe. Mais biso, vision à biso, Yamboka, ils allaient clair. Tous allaient pour la cosa la pona mototé, tous ça la pona ba Congolais. But na biso, ils allaient que non, que Mboka est bonga. Mboka est changé, Makambo est changé na Congo. Mais yé là où tous allons. La possibilité, la capacité, on nous a possibilité. Tout le monde peut que non, tout tient en œuvre pour que le Congo ait Kendelipe Liboso. Tout ça, comment tout ça na baninga, tout ça qu'on discute pe na baninga au bazar, ndengement ko âge qu'on a biso, au bazar pe na ba responsabilité, et na bamboka poto awa, et na bamboka msusu ya Afrique, tout ça qu'on discute na bango, tout ça comment on appelle ndenge bazar ko sala ndenge bazar ko apporter na bamboka na bango, mais pourquoi pas biso? Biso peut apporter aussi quelque chose aussi pendant Mboka na biso pour que Mboka na biso et Kenda Liboso. Na utako lobalika momoko boye na kati ya émission na biso que na 2010
ozaki na mboka toyoki mwa ba rumeur ebimaki ti bino na diaf puisque bokendaki bwaki mwa bino bokendaki mpona koluka peut-être kobongisa mpe makambo kaka kuna basimbisa bino bambongo non capacité ntango bozongi bopanzani panzani toloba makambo bien tokendaki na mboka parce que voilà biso but na biso ya kosala politique ezali kofana na poto ate toyaka poto tout ça se passe au pays oui il faut débattre bango tout ça on est des Congolais. Moi, je suis un Congolais. Je suis né au Congo. Mais je suis né à Brazzaville. J'arrive. Mais non. Mais ceux qui veulent mais pourquoi encore les mêmes personnes encore disent que non, mais voilà, on a galéré. C'est contradictoire. Oh non. Mais le bateau à moi, c'est vrai qu'on a galéré au pays. Tout galéré. On n'avait rien. Puisque tu es dans mon salaté. Yosa la Congo, on a mon salaté. Mais tu vas faire quoi? Tu n'as pas de source de revenus au Salani, mais tu vas galérer. On a galéré effectivement au pays, voilà. Mais pourquoi pas? Parce que c'est pas que non, ma katakebiso ma boka ou bien ma coloté, c'est parce qu'il n'y a pas de possibilités. Mais ce qui est possibilité au Salani, un travail pour pouvoir gagner un salaire, avoir un salaire, on peut le faire très bien. Voilà, rien ne nous empêche. Mais ce qui est par exemple dans Mamboka Poto Awa, tout ça pour gagner vie normalement, honnêtement, tout ça pour vivre bien, mais c'est parce que tout ça a la possibilité pour ça là, tout ça pour gagner vie donc c'est pas les gens n'ont pas de preuves aujourd'hui que non, voilà, on a été corrompu. On a été corrompu par qui? On n'a pas été corrompu par personne. Tout ça qui on a galéré. Les gens qui nous ont vus au pays, on a galéré. Voilà. Et j'ai vécu des conditions. Ce que je dis, c'est pour ça que dans la politique, il faut toucher les réalités. Les réalités que les Congolais vivent aujourd'hui, je l'ai vécu. Ce sont les mêmes réalités qui n'ont pas changé. Ça fait des années qui n'ont pas changé, qui n'ont pas évolué. Kozanga courant. Kozanga maï, problème à carburant et à transport, tout ça. Mais je l'ai vécu. Ma moustique, salité, salité, Namboka. Mais Congo n'a pas tant que Namboka, tu vas voir à Brazzaville. Brazzaville était une ville très propre. Voilà. Jamais que non, quand il pleuvait à Brazzaville, il y avait des dégâts, ils ont ça, non. Parce qu'il y avait des canalisations, tout ça, machin. Aujourd'hui, malgré les moyens conséquents que l'État congolais a, mais c'est catastrophique aujourd'hui vivre au Congo, même à Pointe-Noire. Voilà. Donc, mais voilà, on a souffert, on a galéré. Mais c'est parce qu'on s'est dit aussi que non, c'est parce que on n'était pas parti parce que voilà, ou non, comme les gens ils pensent que non, aller à la mangeoire ou bien aller se faire courant, pourquoi non? On était parti parce qu'on aime notre pays et on voulait apporter quelque chose dans notre pays. On n'a pas eu cette possibilité. Si on avait cette possibilité, on devait apporter nos idées, on travaille. Ça ne veut pas dire que on croise les bras, on a des propositions aussi à faire, à proposer, à déposer au niveau de l'Assemblée et ainsi de suite, bien au niveau du gouvernement, pour faire avancer les choses, pour améliorer les conditions de vie des populations. Alors, monsieur Évrard Nango, on est arrivé au terme de cette émission. Je voudrais, pour terminer cette fois-ci, poser une dernière question personnelle. Est-ce que le matin, parce qu'en vous écoutant parler, j'ai l'impression qu'en face de moi, j'ai eu deux personnes. J'ai eu Évrard le politique qui parle très sérieusement, qui parle des affaires du Congo avec beaucoup de modération, et Évrard Nango que je vois sur les réseaux sociaux, qui est très chaud, qui est même en train de vouloir, s'il y a possibilité même que le président puisse partir aujourd'hui, il doit partir aujourd'hui. Donc il y a une sorte de deux personnalités. Qui est vraiment Évrard Nango? Mais Évrard Nango, c'est celui qui est en face de toi, celui qui est en train de parler, voilà, qui te dit, qui te montre sa vision, la manière de faire. Voilà. Non, je ne diffère pas de ce que tu vois dans les réseaux sociaux, c'est toujours moi. Mais je me suis mis en politique, c'est parce que j'ai été sur place, sur le terrain, avant que je ne revienne. C'est vrai que je vis ici en Europe, mais cela, ça ne m'a jamais empêché à l'époque d'aller au pays. Je suis allé au pays, j'ai travaillé même au Congo aussi. J'ai vu les réalités de notre pays. C'est ça qui m'a fait mal. C'est ça qui m'a donné. Pourquoi vous partez plus au pays? Mais si je pars, je n'ai pas dit que non, je ne partais plus. J'étais au Congo en 2015. Non, en 2014 et 2015. Ah d'accord. Voilà, je suis resté presque une année au pays. Je suis resté plus qu'une année au pays. Mais je suis un responsable aussi. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une femme. Tout à l'heure, on a une conversation sur le dernier voyage nous a payé. Non, ça c'était non. En 2010, j'étais parti. C'était bon. Après plusieurs années, j'étais parti au pays. C'était pour autre chose aussi. Mais voilà. Mais c'est là aussi que j'ai pris la conscience.
Batata Bamba Neko, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je crois que vous avez beaucoup aimé, c'est à vous de juger. Alors, il y a au moment où je dis à vous de juger, il y a une petite question effectivement qui me tourne un peu la tête. La question est simple, vous répondez par oui et non. Est-ce que chaque matin, où on vous réveillons le matin, ou pour ne pas dire comme Sarkozy, on vous rasant le matin, pensez-vous à être, pour ne pas dire le président, mais je dirais tout simplement ministre de la République? Mais pourquoi pas? Mais c'est une fierté de servir son pays. Je me suis engagé en politique pour pouvoir servir mon pays, pour pouvoir apporter quelque chose à mon pays. Peu importe les postes de responsabilité que je peux occuper demain, mais pour moi, servir mon pays, c'est la chose la plus extraordinaire. Ça se passe à Brazzaville. Donc en 2021, 2020, 2021, il faut déjà être à Brazzaville parce que ça se passe ici. Oui, moi je me prépare pour aller à Brazzaville parce que bon, il n'y a pas que les élections présidentielles aussi, il y a les élections législatives aussi qui auront lieu en 2022. Et voilà, juste après les présidentielles de 2021. On est en train d'étudier, voilà, donc rien n'est fermé, toutes les options sont ouvertes, quoi. Donc voilà. Tata Bamba Neko, cette fois-ci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, l'Afrique et les politiques, votre émission préférée. Je crois que vous avez très bien suivi l'émission, à vous de juger. Nous avons reçu un jeune, un monsieur, un père de famille, Édouard Nango, qui tout le monde sur la place de Paris, s'il faut le reconnaître, le connaît, qui œuvre beaucoup, qui fait des propositions, qui parfois aussi critique, mais bon, c'était quand même intéressant. En tout cas, merci. Édouard Nango, merci. Ah, merci. Ouais. Afrique TV. Afrique TV, c'est du sérieux. Afrique TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion.